C'est le retour sur le sol américain des dépouilles, des soldats qui ont été tués dans ce conflit, les soldats américains. Une cérémonie millimétrée. Ces images-là, elles sont très importantes, Thierry Arnaud, et il ne faudrait pas qu'elles se reproduisent pour le président américain. De 0 à 10, comment est-ce qu'on s'en sort? Et moi je réponds peut-être 15 sur 10. Oko, le bluff. Donald Trump a visiblement sous-estimé l'Iran. Maintenant, il n'a pas d'autre choix que d'essayer d'envoyer plus de force. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il parle d'un commando, de porte-avions, de nouveaux avions, bref, tout. Parce qu'il ne savait pas que l'Iran aurait été aussi coriace. C'est donc l'information de la matinée. Selon Fox News, un troisième porte-avions américain serait donc en route. Oui, effectivement, il s'agit du George H.W. Bush qui doit rejoindre la zone de conflit d'ici un mois. Ce porte-avions fait... Si ça doit rejoindre la zone de conflit d'ici un mois, ça veut dire que là, ils sont en train d'envisager le fait que la guerre dure au moins plus d'un mois. Il ne va pas faire tout le trajet pour venir rester 2-3 jours. Donc on est en train de parler de 2, 3, 4, voire 5 mois supplémentaires. Fait partie de la puissante flotte des 11 porte-avions américains. Pour donner des points de comparaison vis-à-vis de notre Charles de Gaulle, eh bien, il fait 333 mètres, c'est-à-dire 70 mètres de plus que le porte-avions français. Il peut embarquer 6000 soldats contre 2000 pour le Charles de Gaulle, ou encore avoir à son bord un maximum de 90 aéronefs contre 40 pour le Charles de Gaulle. Mais on appelle ça de l'autosabotage à ce niveau. Tu es obligé de comparer ça avec ce que vous avez. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il fait la comparaison, tu as un mot fait, c'est quand même léger, c'est quand même léger. Si le but de l'émission c'était de faire de l'autosabotage, c'est réussi en tout cas. Entre-temps, la France ne possède qu'un seul porte-avions, un seul. Et c'est le porte-avions là qu'ils étaient en train d'envoyer sur la zone de conflit. On va couler ça. On va voir avec quoi vous pourrez encore faire les fiers. Avant de poursuivre, si vous voulez apprendre des métiers du numérique, vous pouvez le faire sur Holacraft. Vous y trouvez des formations en animation, dessin, montage, graphisme, ma formation YouTube et bien d'autres. Aussi, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire pour plus de vidéos, Archives du Monde. Et justement, j'analyse les archives du monde. Les vidéos sont différentes de celles que je publie ici. Je laisse le lien du site de formation et de la chaîne YouTube en description et en commentaire épinglé. Revenons au sujet. Ne se déplace pas seul, il a avec lui tout un armada qui est à sa disposition pour le protéger, pour assurer son approvisionnement. 2 croiseurs, le Gettysburg et l'Anzio, 2 destroyers, le Meacher et le Truxtun, ainsi qu'une escadre aérienne chargée de sa protection. Une fois sur place, eh bien, il va rejoindre cet énorme dispositif américain, disons-le, puisqu'en ce moment, il croise en Atlantique et il doit se diriger, selon les médias américains, jusqu'en Méditerranée orientale. On a vu ces dernières heures des photos de la marine américaine témoigner du passage du Gerald Ford par le canal de Suez, qui est actuellement donc en mer Rouge. Et puis depuis quelques semaines, nous le savons, il y a l'USS Abraham Lincoln qui stationne en mer d'Arabie. Cet énorme dispositif voulu par le président américain est inédit depuis 2003, dernière grande armada américaine qui avait été déployée lors de la guerre d'Irak, où à l'époque il y avait non pas 3 mais bien 5 porte-avions déployés, le Kitty Hawk, Constellation, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, Harry S. Truman. Là, 3 porte-avions, c'est signe de la détermination des Américains. Thomas Schnell, merci beaucoup Thomas. C'est de la pure pression ou Trump est vraiment à l'intention de les utiliser, ces bateaux? Alors il faut voir pourquoi il vient. Est-ce qu'il vient pour remplacer le Ford qui est en mer depuis 240 jours ou vient-il renforcer? C'est une hypothèse possible. C'est une hypothèse possible, on n'a pas la précision. Il y a aussi la possibilité, je crois qu'il est en mer depuis 240 jours ou 250 jours aujourd'hui. Ouais. C'est absolument considérable, sans revoir les familles. Bon, moi je poserai une question. Si le porte-avions George W. Bush vient pour remplacer le porte-avions Gerald Ford, pourquoi, et vraiment c'est tout bête, hein, pourquoi est-ce que le porte-avions Gerald Ford n'est tout simplement pas resté là où c'était et le George W. Bush fait le trajet tout simplement? Ça n'aurait pas été infiniment plus simple, d'autant plus qu'il n'était pas loin au moment où on ordonne le déplacement du Gerald Ford. Donc je ne pense pas, non. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas rentrer le temps que l'autre arrive? Vu qu'un porte-avions là-bas, techniquement, ça fait déjà le job. Et pour l'instant, le Gerald Ford n'est pas encore utilisé. Il est en train d'arriver dans la zone de combat. Donc, le plus simple serait de dire, OK, toi, rebrousse chemin,
Si tant est même qu'on lui fasse se déplacer à la base, on va juste te dire, toi, rebrousse chemin, remonte, continue, et le George W. Bush va venir te remplacer. Donc non, la probabilité d'un remplacement, il est très faible par rapport à celui d'un ajout. Maintenant, est-ce que c'est une pression ou est-ce que ça compte être utilisé? Qu'est-ce qui va les empêcher de les utiliser une fois que ce sera là? C'est ça la question qu'on doit se poser. Vu qu'un porte-avions porte des avions qui permettent de faire des attaques aériennes, les principales attaques qui ont été menées contre l'Iran jusqu'à présent. Donc, si un porte-avions s'ajoute, absolument rien ne va les empêcher de les utiliser, même si c'est pour mettre la pression, parce que c'est eux qui parlent de frappe préventive, non? Donc, même si c'est pour mettre la pression, ils peuvent très bien utiliser ces porte-avions-là sous prétexte de 1001 choses. D'autant plus qu'ils viennent de déclarer une guerre directement. Donc, le porte-avions qui arrive, c'est pour renforcer ceux qui sont déjà là. Maintenant, la question est, lequel des trois va couler en premier? Ce serait intéressant qu'un porte-avions coule pour voir les conséquences que ça aura en fait. Je suis trop curieux de voir ça. Avant de poursuivre, si vous voulez apprendre des métiers du numérique, vous pouvez le faire sur Holacraft. Vous y trouvez des formations en animation, dessin, montage, graphisme, ma formation YouTube et bien d'autres. Aussi, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire pour plus de vidéos, Archives du Monde. Et justement, j'analyse les archives du monde. Les vidéos sont différentes de celles que je publie ici. Je laisse le lien du site de formation et de la chaîne YouTube en description et en commentaire épinglé. Revenons au sujet. Ils ont été au Venezuela avant, ils sont partis directement sur le Moyen-Orient. Ce sont les mêmes équipages qui ont vécu toutes ces étapes incroyables. Oui, absolument. Ils n'ont pas mis un pied à terre depuis le Venezuela, ou alors peut-être pendant l'escale en Crète, quand ils ont réparé les WC, etc. Mais autrement, ce sont les mêmes. Donc c'est une période à la mer qui est absolument considérable, et il est possible aussi qu'il va y avoir un échange de porte-avions. Mais si c'est un porte-avions supplémentaire, c'est une escalade supplémentaire, parce qu'on l'a dit, ça représente encore 90 aéronefs supplémentaires, dont vraisemblablement là-dessus une cinquantaine de chasseurs. Donc c'est encore une escalade dans la crise. Bon, ça continue d'avancer de façon inquiétante. Oui, et sur la carte, donc, je crois que le Gerald Ford arrive en mer Rouge, en fait, il a passé le canal de Suez, donc effectivement le George H.W. Bush va le remplacer en Méditerranée, et regardez la carte, maintenant vous avez un porte-avions en mer d'Arabie, un porte-avions en Méditerranée au large d'Israël et du Liban, et un porte-avions en mer Rouge qui, certes, les équipages commencent à être fatigués, mais ça fait quand même une présence militaire extrêmement forte, et c'est important évidemment d'être en mer Rouge si jamais les Houthis essayaient d'entrer dans la danse. Donc là, j'ai envie de dire que les 3 porte-avions américains sont bien positionnés par rapport à la situation qu'on connaît depuis 8 jours. On a déjà connu des armadas pareilles, hormis la Seconde Guerre mondiale? Hormis la Seconde Guerre mondiale, non. D'abord, qui possède 3 porte-avions? Moi, je ne connais pas. Nous, on en a un seul. Et puis après, il n'y a pas de porte-avions. Les autres ont des porte-aéronefs. Donc, je veux dire, les seuls. Donc la question ne se pose même pas. Mais non, la question ne se pose même pas. Effectivement, la question ne se pose pas. Mais juste pour répondre, culture générale, en dehors des États-Unis, quel pays possède au moins 3 porte-avions? Déjà, on a la Chine et le Royaume-Uni. Le premier porte-avions de la Chine, c'est le Liaoning, entré en service en 2012. Le deuxième, c'est le Shandong, entré en service en 2019. Et le troisième, c'est le Fujian, entré en service en 2022. Actuellement, d'ailleurs, sur le Fujian, ils sont en train de faire un certain nombre de tests en mer. C'est en cours. Et c'est toujours le Fujian, si vous vous rappelez, on en parlait la dernière fois, qui est le premier porte-avions chinois à catapulte électromagnétique. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Le Royaume-Uni n'a pas au moins 3 porte-avions. C'est seulement la Chine, en dehors des États-Unis, qui possède au moins 3 porte-avions. Le Royaume-Uni en a 2. Excusez-moi d'être ridicule. La seule puissance au monde qui a 11 porte-avions nucléaires en plus de ce type-là, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je rappelle quand même... Bon, il y a quand même une réalité stratégique derrière, parce que ne partez pas du principe que oui, vous entendez là 11 porte-avions nucléaires, waouh, c'est impressionnant, effectivement c'est impressionnant. Mais si les autres pays n'ont pas de porte-avions, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je parle particulièrement des grands pays militaires comme la Chine, la Russie et consorts, parce que la Russie n'a qu'un seul porte-avions. Ce n'est donc pas pour rien, il y a une raison derrière. Et déjà, avoir un porte-avions, ce n'est pas très stratégique parce que c'est extrêmement coûteux. Si on prend par exemple le cas de l'USS Gerald Ford, là, celui qui est en mer Rouge, comme ils ont présenté, à lui seul, c'est 13 milliards de dollars. Et à ça, il faut rajouter des destroyers escortes, des sous-marins, des avions embarqués, des milliers de marins, des bases logistiques et j'en passe. Au total, un groupe aéronaval complet peut coûter entre 25 et 30 milliards de dollars. Ça, c'est le premier point. On a parlé d'argent. Maintenant, le porte-avions, c'est littéralement une cible gigantesque à la vue de tout le monde. Un porte-avions est immense et très facilement détectable. On parle d'un truc long de 300 mètres qui pèse plus de 100 000 tonnes.
Avec les satellites, les radars et les drones, il est presque impossible de cacher un porte-avions à qui que ce soit. Et d'ailleurs, la plupart des armes modernes sont précisément conçues pour détruire les porte-avions. Que ce soit les missiles chinois DF-21D, anti-ship ballistic missiles, les missiles DF-26 anti-ship, les missiles hypersoniques russes comme les KH-47M2 Kinzhal, tous cela sont conçus spécifiquement pour faire couler les porte-avions. Donc, les nations ont compris que faire des porte-avions, c'est très impressionnant militairement contre des pays du tiers-monde, des pays qui n'ont pas la capacité de se défendre, mais face à des pays qui peuvent se défendre, ça devient très compliqué. Très, très compliqué. Vous voyez, pour l'Iran, ils ont réussi à toucher le pont, brûler une partie du pont, endommager certains avions, et le porte-avions a dû replier à 1000 km de la zone de combat. Ce n'est pas pour rien. Face à ça, la Russie a adopté une autre stratégie, utiliser plutôt des sous-marins. Je vais en faire une vidéo plus complète parce que vous allez bien comprendre pourquoi est-ce que, en fait, la stratégie russe est infiniment plus pertinente et plus maligne en temps de guerre contre n'importe quel type de pays que la stratégie américaine qui a pensé en fait son modèle pour ne se battre que contre des puissances en réalité qui ne sont pas si fortes que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la moindre difficulté, face à un pays un temps soit peu résistant comme l'Iran, ils sont déjà en train de vaciller. Pour faire un peu cocorico, que la seule nation qui possède aussi un porte-avions, c'est nous. Les autres n'ont que des porte-aéronefs à propulsion classique et qui, vous savez, qui décollent avec des rampes et qui n'ont pas de catapulte. Donc on consomme beaucoup plus au décollage et on emporte moins de munitions. Donc les capacités... Il manque, mais bon, on continue. Je dis il manque, il dit qu'ils ne sont que les seuls. Mais on continue. De ces porte-aéronefs sont beaucoup moindres. Et seule la Chine fait un effort actuellement. Ils vont développer leur premier porte-avions à catapulte électromagnétique. Donc il finit de dire qu'eux, ils sont les seuls. Après, pour dire que la Chine fait un effort, alors que les tests sont actuellement en cours pour la Chine. Et veut en construire 5-6 de porte-avions. Donc, mais ils n'en sont pas là pour le moment. Donc sur le plan des porte-avions, les États-Unis restent un modèle pour le moment que personne n'égale. Ça par contre c'est totalement vrai. 11 porte-avions, aucun pays ne fait ça. Vraiment, c'est immense. Catapulte électromagnétique, excusez-moi, mais je vous avoue que... Vous savez, parfois, non mais c'est terrible, on a l'impression qu'on parle de jouets, alors qu'on parle d'outils de mort et de guerre. Donc, oui. Mais en fait, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, mais avant c'était des catapultes à vapeur. Donc c'est un modèle tout à fait nouveau. Mais la catapulte est essentielle parce qu'elle empêche, elle catapulte, vous savez, comme un élastique finalement, l'avion, en lui économisant son carburant, en lui permettant d'avoir une emport en munitions beaucoup plus lourde, sans effort. C'est ça une catapulte. Et donc c'est ça qui est intéressant quand on a une catapulte. Sinon vous décollez à pleine puissance et vous utilisez une partie de votre énergie et de votre carburant pour pouvoir décoller sur les espèces de plans inclinés qu'on voit notamment sur les porte-aéronefs britanniques. Ils en ont deux, et puis en plus ils ont une propulsion classique, donc ils doivent être ravitaillés en permanence sur le plan alors que nous on a avec le nucléaire, vous tenez à la mer beaucoup plus longtemps. Bon, ça a l'air de vous passionner. Ah non, moi j'avoue que je suis passionnée par les porte-avions. C'est intéressant parce que justement ce que disait le général, le fait que la France et les États-Unis sont les seuls avec cette porte-avions nucléaire, ça veut dire qu'ils peuvent rester en mer. On parle de combien de temps ces pauvres marins américains sont en mer, mais ils peuvent, ils n'ont pas besoin. Bon, il y a de la maintenance à faire, notamment sur les toilettes, et ça c'est problématique, mais ils peuvent rester parce qu'ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés constamment. C'est vraiment des modèles de technologie, c'est des villes volantes, c'est la souveraineté qui flotte plutôt, ça vole pas. Mais c'est très important pour les Américains et pour les Français, pour le coup, parce qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour faire décoller nos avions. Oui, sauf pour les avions qui consomment du carburant, donc il faut le ravitailler en carburant pour les avions, et puis bien entendu en nourriture pour l'équipage. Donc ça, mais c'est beaucoup plus. On n'est pas obligé de retourner au port, on n'est pas obligé. Voilà, donc ça donne une autonomie absolument considérable. On va retrouver tout de suite Marion Russell, notre envoyée spéciale en direct de Washington. Bonsoir Marion, merci de nous rejoindre dans l'émission. Donald Trump a-t-il vraiment pris sa décision et entend-il envoyer des troupes au sol ? Alors la décision de Donald Trump, elle ne semble pas être vraiment prise. Depuis plusieurs jours, le président des États-Unis use de quelques revirements, notamment dans la presse américaine. Alors il avait d'abord dit que c'était envisageable, ensuite que c'était une perte de temps, et puis les dernières nouvelles annoncent que dans une discussion privée à la Maison-Blanche, il aurait exprimé un intérêt sérieux, un intérêt marqué pour l'envoi de troupes au sol. Alors on ne parlerait alors pas d'un déploiement à grande échelle, mais plutôt d'envoi de commandos, de forces spéciales.
Pour les gens, si les choses commencent toujours petit avant de s'agrandir et de devenir incontrôlables. Mais je pense que c'est un moyen de faire passer la pilule. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il sera très peu probable pour les États-Unis d'envoyer des troupes au sol en Iran? Bon, déjà, la raison la plus évidente qui me vient là, avant de parler des classiques, comme la géographie et autres, c'est ça va servir à quoi? Oui, ils vont arriver sur le terrain, ils vont réussir à peut-être éliminer quelques soldats, mais ils vont rapidement se faire éliminer eux. Admettons que leur objectif, c'est de décapiter, je sais pas, le nouveau guide suprême qui est le fils de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, on va simplement le remplacer par quelqu'un d'autre. En fait, ce sera quoi l'objectif de ces forces spéciales-là? Est-ce qu'ils pourront entrer et ressortir vivants? Non, c'est très peu probable. Donc, vous allez les envoyer, même s'ils arrivent à faire quelques dégâts, ils ne vont pas faire des dégâts suffisamment importants pour créer le changement que Donald Trump veut créer. Un non-sens stratégique. Déjà, c'est ça que je voulais noter. Ensuite, comprenons que l'Iran est l'un des pays les plus difficiles à envahir sur Terre. Plusieurs chaînes de montagnes bloquent l'accès au pays. Le mont Zagros à l'ouest, le mont Alborz au nord, ainsi que des déserts immenses au centre du pays. On parle de montagnes qui dépassent parfois les 3000 mètres et forcent donc les armées à passer par quelques corridors étroits qui sont extrêmement facilement défendables par l'armée iranienne. Très facilement défendables. Ils ne vont jamais pouvoir passer ces couloirs-là. Maintenant, le pays est gigantesque. Comprenons que l'Iran est gigantesque. C'est 3 fois plus grand que l'Irak. On parle d'une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés. Une population de 90 millions d'habitants à peu près. Une invasion militaire va nécessiter des milliers de soldats américains. On parle de plus de 500 000 soldats qui seraient nécessaires pour pouvoir tenter même de faire quelque chose de percutant. 500 000. Vous pensez que ce sera facile comme décision à prendre pour le Congrès américain et surtout validé par Donald Trump et surtout... Déjà que l'appareil est actuellement en train de lui mettre une pression de fou, même si évidemment il a des soutiens. La logistique est hyper compliquée. Les troupes américaines vont devoir être approvisionnées depuis les bases dans le Golfe Persique ou alors depuis les pays voisins. Le problème, c'est que l'Iran peut simplement frapper ces bases avec des missiles et le tour est joué. Déjà que leurs bases actuelles au Moyen-Orient sont détruites ou gravement endommagées. Maintenant, le point concerne les forces iraniennes. On parle d'une armée qui a été entraînée et conçue pour faire de la guérilla. La doctrine militaire iranienne est par essence asymétrique en fait. Donc, leurs unités spéciales sont spécialisées dans les guérillas et les embuscades. Et on parle de guérillas et embuscades très bien pensées, vu qu'ils maîtriseront parfaitement leur géographie, ce qui va se transformer en désert de cadavres pour les soldats américains. Et tous les généraux états-uniens préviennent les États-Unis, tous préviennent Trump de ne absolument pas faire ça. Ce n'est pas pour rien si jusqu'à présent ils n'ont pas attaqué l'Iran. Sinon ils l'auraient fait depuis des années. Maintenant, si on parle encore de forces spéciales comme la journaliste dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les cibles stratégiques sont profondément enterrées. Par exemple, les installations nucléaires et j'en passe. C'est profondément enterré. C'est protégé par la défense aérienne, les gardiens, les bunkers, les tunnels. Admettons qu'ils arrivent même à frapper ça comme j'expliquais. Ils vont faire comment pour sortir? Ils vont fuir le pays par quel miracle? La téléportation. Il y a même un précédent. En 1980, il y a une mission américaine qui a été lancée pour sauver un otage en Iran. Le résultat a été très salaire, tempête de sable, crash d'hélicoptère, mission abandonnée. Fin. Ils ont perdu plus de soldats que sauver celui qu'ils venaient sauver. Et là, je ne parle même pas des conséquences économiques catastrophiques que ça va engendrer, le poids politique de ça pour Donald Trump et la création d'un tas de milices à l'intérieur du pays pour pouvoir contrer l'invasion américaine. Sur le sol iranien, pour peut-être aller cibler des cibles iraniennes qui sont difficilement atteignables par les voies aériennes ou les voies navales. Également, éventuellement, reprendre la main sur le stock d'uranium qui est quelque part en Iran. Mais une autre hypothèse, eh bien, c'est que ces groupes armés, ils pourraient aller... Ils vont prendre le stock là et ressortir avec comment? Bref. En soutien, en support à des groupes armés à l'intérieur de l'Iran, locaux, et qui pourraient soutenir un renversement total de régime de l'intérieur. Ce sont les rumeurs qui sont divulguées dans la presse américaine. On a un peu l'impression que Donald Trump, eh bien, il est en train d'essayer de jauger un petit peu la réaction qu'il pourrait y avoir du côté de l'opinion publique et aussi du champ politique à cette idée, parce qu'ici, déployer des troupes, forcément, ça a un sens tout particulier. Les Américains ont un passé avec le déploiement de troupes à l'étranger, et Donald Trump, eh bien, il a aussi un enjeu électoral à venir. Dans 8 mois, ce sont les élections de mi-mandat, et forcément cette opinion publique, cette possible défiance de son électorat, eh bien, c'est une inquiétude pour le président des Américains. Donc, dans toute la tristesse et l'ironie de la situation, on se rend compte que Donald Trump se retient parce qu'on est en train de parler des élections.
Là où d'un côté, la vie des gens est en danger, les gens ont déjà perdu leur vie, ont déjà tout perdu. De l'autre côté, ce qui l'inquiète le plus, voilà, ce sont les élections de mi-mandat. Merci beaucoup Marion Russell en direct de Washington. Les troupes au sol, mais pourquoi faire? C'est peut-être ça la grande question, non? Alors, plusieurs choses. D'abord, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si on avait déjà vu pareil Armada depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en réalité, la réponse est oui, bien évidemment que oui. En 2003, et on l'a vu, et il faut le dire, il y avait 5 porte-avions qui étaient déployés par les Américains. Donc le dispositif, à la fois en 91 et en 2003, il est déjà largement supérieur au dispositif actuel. Et là, je ne prends pas en compte les troupes au sol, puisque c'est le sujet sur lequel vous voulez venir. Mais je pense, et on l'entendait de la part de notre correspondante à Washington, à l'instant, qu'on est en fait, Donald Trump, il se comporte en matière géopolitique et particulièrement sur cette histoire comme en fait un saxophoniste qui joue dans un groupe de jazz. C'est-à-dire c'est syncopé, c'est improvisé. Franchement, là pour le coup, j'ai du mal à voir du génie, donc c'est du très mauvais jazz. Et ça montre une totale impréparation, une inconséquence avec, et regardez, ces 3 porte-avions, la manière dont ils sont disposés entre la Méditerranée orientale, la mer Rouge et la mer d'Oman, ou plutôt l'océan Indien, une zone qui est prise en tenaille, qui fait 5 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près l'équivalent de l'Europe des 27. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ce dispositif-là, vous protégez tous les intérêts qu'il y a à protéger? La réponse, on la connaît, c'est non. Donc ça reste insuffisant. Donc Donald Trump, dans ce moment, c'est comme au poker, il se dit, bon, coup de bluff, je continue d'avancer, mais les Iraniens ne tombent pas dans ce jeu. Regardez ce qui est en train de sortir de Téhéran en ce moment, notamment de la part du président Pezeshkian. Donc, est-ce qu'il va le faire? Il ne le sait pas, donc moi non plus. Personne ici ne le sait. C'est possible, mais ça ne résoudra toujours pas les immenses problèmes auxquels les Américains et leurs alliés, qui sont très en colère, sont dans la région. À ce niveau, on comprend facilement que tout ce qui est en train de se passer là n'était pas prévu par Donald Trump. Et il est parti du principe que voilà, c'est un petit pays avec l'image qu'il a dans sa tête des Iraniens, vous imaginez bien. Et il s'est dit, ils ne seront pas si compliqué que ça à gérer. Bon, voilà, ils ne nous ressemblent pas, donc ils n'ont pas la force, la détermination et j'en passe. Sauf qu'il a tapé à côté. On parle d'un pays qui résiste depuis très longtemps. Et peut-être que dans ses calculs, c'est ça qu'il n'a pas pris en compte. Et j'insiste, je suis convaincu que l'intégralité de son état-major l'a prévenu. Ne fais pas ça. Agissons comme ceci. On a même déjà eu à faire un test. On a vu les résultats. Là, il nous faut X, Y, Z avant d'envisager quoi que ce soit. Et il l'a dit parce que c'est un bluffeur, parce que c'est sa façon de fonctionner, parce que c'est sa façon de négocier. Que, hey, tiens, allons-y, faisons-le. Maintenant, il est coincé. La situation est aussi grave que ça, j'allais vous dire, dans la légèreté que nous suggère Gallagher. Moi, je suis pas du tout du même avis que Gallagher. Alors, sur Trump, je pense que Trump mesure pas forcément la situation. Je pense que, par contre, les militaires qui lui donnent des options mesurent beaucoup plus la situation. Oui. Et je fais confiance beaucoup plus au chef d'état-major et d'avoir des plans. Il faut ne pas oublier que c'est quand même un ennemi, on va dire, en tout cas depuis 79, sur lequel les Américains, les militaires américains se sont mis dans la planification, dans tout ce qui est exercice. Est-ce que c'est parfait? Clairement pas. Je pense qu'il n'y a pas d'opération parfaite et on l'a vu dans le passé. Mais je pense qu'il faut se méfier de dire qu'ils vont dans le mur. Effectivement, bon, moi je rejoins pas Gallagher sur le discours du président iranien. Ça a aussi causé un certain nombre. Enfin, il n'y a pas de dégringolade des attaques sur Dubaï qu'on a vu tout à l'heure, l'explosion et autres. Donc je pense le temps le dira. Si c'est aussi improvisé que ça de la part des militaires, je dis bien de la part des militaires et pas de la part de Donald Trump. Oui, oui. Moi, je vous laisse réagir parce que c'est intéressant votre débat. Oui, bien sûr. En l'occurrence, ces militaires, ils répondent aux politiques. C'est Donald Trump, le commander-in-chief. C'est lui le patron. Et donc, on sait très bien qu'avant le déclenchement de cette opération, le chef d'état-major, Dan Kane, il fait fuiter le fait que parmi les options qu'il a proposées, il a bien expliqué au président, ça va être très compliqué et on va avoir des pertes. Ce que Donald Trump a reconnu dans la vidéo qu'il publie, 8 minutes, dans la nuit de vendredi à samedi, au moment du déclenchement. Il dit, vous savez quoi, il y aura des pertes. Et là, il l'a redit. Donc, effectivement, vous pouvez faire confiance aux militaires, mais c'est Donald Trump qui décide. Et dans
Effectivement, et c'est Donald Trump qui a décidé à la fin de la journée. Ce rapport de force, Donald Trump, il a montré qu'il n'aime pas qu'on lui dise non, y compris quand on a beaucoup d'étoiles et de galons sur les épaules. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que les militaires ont certainement donné toutes les options à Donald Trump. En fait, vous avez tous les deux raison. Oui. Les militaires ne peuvent pas avoir pas prévu, non mais ont bien compris les limites de l'opération. Non mais sérieusement, c'est quand même c'est une armée qui a une grosse expérience opérationnelle, etc. Ils voulaient quelque chose de court, décisif et sans enlisement. Or, on sait très bien que si c'est court, c'est pas décisif, et si c'est décisif, ça ne se passe jamais comme ça. Et ça implique une possibilité d'enlisement. Or, visiblement, sans doute même a-t-il exigé tout ça à la fois. Et on se souvient que Dan Kane, avant le déclenchement de l'opération, avait quelques réserves sur cette opération. Et il est très possible, tu lui as dit, Sir, votre affaire, ça colle pas totalement. Si on ne viendra pas à bout d'un pays comme ça, uniquement avec une marine et une aviation, et si vous voulez véritablement quelque chose, ça va durer, il faudra des troupes au sol. Et visiblement, Donald Trump a sans doute dit, on verra bien, on va voir si on les met à raison. D'ailleurs, ils sont déjà, Whitcomb, on se souvient, avait dit, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas rendus avant le début de l'opération. Et à ça, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a tout simplement répondu, parce que nous sommes iraniens. Et les gars ne comprenaient pas, mais pourquoi est-ce que depuis là, l'Iran n'a pas peur et ne se rend pas? Parce que nous sommes iraniens, ce qui veut dire qu'ils ont une histoire, une fierté, une culture, et surtout, ils résistent depuis des décennies. Juste que les militaires, ils demandent à Donald Trump c'est quoi les objectifs de la mission. Et on les attend encore, les objectifs. Voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il voulait, et c'est ça sans doute qui fait le hiatus. Mais les plans militaires, ils existent forcément. En fait, Grégory Phillips. Je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on peut s'interroger sur la stratégie de Trump ou du Pentagone, mais quel est le but militaire de cette opération depuis le début? Personne ne le sait. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à le comprendre. Personne n'arrive à le comprendre. Personne n'arrive même jamais à le comprendre. Même les objectifs cachés, on ne sait pas. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas décapiter le pouvoir iranien. Ils ne peuvent pas. On parle d'un pouvoir qui s'est beaucoup trop renforcé avec le temps. Donc à la fin de la journée, il y aura beaucoup de dégâts, mais les mêmes résultats, exactement les mêmes. Débarrasser le Moyen-Orient ou le monde de la menace nucléaire, renverser le régime, tuer Khamenei, bon ça c'est fait, récupérer les 460 kilos d'uranium enrichi et faire en sorte que jamais l'Iran ne puisse par exemple en faire une bombe sale, envoyer des troupes au sol et renverser complètement le régime. Honnêtement, je trouve que c'est ça la difficulté au-delà de la stratégie, mais quand Trump appuie sur le bouton il y a maintenant une semaine, c'est dans quel but et pour quelle raison. Et puis sur les pertes Gallagher, vous avez raison, il a prévenu dès le début qu'il y en aurait parce que c'est ce que lui a dit le chef d'état-major. Il l'a répété encore ce matin dans un discours à Miami. Là, il va aller les accueillir. Et dans une heure, il va être confronté à cette réalité-là de voir des cercueils. Ça, ce sont ses pertes. De voir des cercueils avec la bannière étoilée arriver sur la base militaire du Delaware. Et là, il va être confronté à cette réalité à laquelle il essayait depuis le début de préparer les Américains. En fait, on voit des gars qui ont l'habitude de faire des guerres et eux, ils ne sont jamais réellement touchés. La guerre n'est jamais réellement chez eux. Eux, ils mènent des guerres, mais la guerre n'arrive pas chez eux. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que la guerre arrive chez eux pour qu'ils se rendent compte de l'horreur de ce que c'est. Que ce soit les gouvernements comme leur population. Parce que quand c'est toujours chez les autres, on le voit à distance. On le voit avec un certain recul, avec une certaine critique. Voire même on regarde sans réellement voir. C'est le retour sur le sol américain des dépouilles, des soldats qui ont été tués dans ce conflit. Les soldats américains, 6 soldats américains tués dans ce conflit. Ça s'est passé aujourd'hui, le retour de ces soldats, Thierry Arnaud, dans le Delaware, sur une base militaire américaine, en présence évidemment du président américain et de son épouse. Une cérémonie millimétrée. Ces images-là, elles sont très importantes, Thierry Arnaud, et il ne faudrait pas qu'elles se reproduisent pour le président américain. Oui, c'est clair. 6 Américains qui sont morts le 1er mars. Ils se trouvaient dans un local provisoire sur une base du Koweït. Il s'agissait d'une équipe qui appartenait à un régiment chargé de la logistique, un poste de commandement donc qui organisait les opérations pour les forces américaines dans une sorte de container qui n'était pas prévu pour résister à un drone qui les a frappés mortellement. Sans par ailleurs qu'il n'y ait eu de sirène pour les avertir, donc ce qui a, comme vous l'imaginez, provoqué un certain nombre de critiques et au moins d'interrogations. C'était très important que le président soit là, bien sûr, parce que ce sont les premières victimes américaines de ce conflit.
Dès le début, en annonçant cette intervention militaire, le président avait annoncé qu'il y aurait probablement des victimes, et d'ailleurs avec une forme de désinvolture quand l'annonce de ces disparitions a été faite. Il a dit, voilà, je vous l'avais dit, il y en aura probablement d'autres. That's the way it is. C'est comme ça, en quelque sorte. Et en étant là présent ce soir, et puis en ayant fait d'autres déclarations depuis, évidemment, le président cherche un peu à corriger le tir et à montrer l'importance qu'il accorde à ce moment évidemment solennel. Alors on le voit, c'est une cérémonie qui est très codifiée, qui se passe toujours au même endroit de la même manière. On l'appelle le transfert digne, alors, littéralement le dignified transfer. Et on voit le président, son épouse, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, son épouse également, le secrétaire à la guerre et plusieurs membres important de l'entourage de Donald Trump. La dame qui porte un manteau blanc à ses côtés, c'est Susie Wiles, qui est la secrétaire générale de la Maison-Blanche, la Chief of Staff. Parce que quand il reçoit des corps comme ça, malgré la symbolique derrière, le choc, les critiques, ça n'atteint pas le niveau de voir littéralement chez vous bombardé. On a vu ce qui s'est passé le 11 septembre. Ils ont pleuré pendant 500 ans à cause de ça. Donc, imaginez un temps soit peu si ce sont des frappes en continu, comme ce qui est en train d'arriver à l'Iran. Mais très vite, la population va dire arrêtez ça. Très vite. Donald, lui, est assez satisfait de Trump. Il se donne comme note 15 sur 10. De 0 à 10, comment est-ce qu'on s'en sort? Et moi, je réponds peut-être 15 sur 10. Oko, le bluff. Il y a quelqu'un qui avait dit dans un commentaire que Donald Trump joue au poker là où l'Iran est en train de jouer aux échecs. Voilà le poker là. Avec 10 sur 10 étant la meilleure note. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qu'il fallait faire. Et je crois que nous le faisons correctement. Tu n'as plus du tout l'enthousiasme que tu avais au début. Hein. Tu n'as plus du tout la niaque. On va le faire, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui sera rapidement plié. Non, maintenant la voix est devenue beaucoup plus taciturne. Bon, on a un succès de 15 sur 10, sachant que 10 sur 10, c'est la meilleure note. On sent vraiment qu'il y a une fatigue. C'est difficile, hein? Bon, alors on est la limite on a envie de rire, on est embarrassé, on parle quand même de l'avenir du monde d'une certaine façon. Et voilà, quand il fait des sorties comme ça, quel est son propos, quel est son but, est-ce qu'il faut le prendre au premier degré? Non, est-ce que vous faites confiance sur une affaire aussi sensible et gravissime à un type qui vient de dire ça? Absolument pas. Excellente question. Excellente question là-bas. Il t'arrive d'avoir des réflexions, mais ça dit, depuis ces affaires en Iran, je suis troublé. Hein. C'est quoi? Étant donné que la France a officiellement décidé de critiquer l'opération américaine, vos médias sont allés en roue libre. Vous avez la permission désormais de dire ce que vous pensez réellement ou vous avez la permission désormais de dire la vérité. Mais c'est impressionnant. La dernière réaction, c'était la même chose. C'est lui qui dit aux militaires ce qu'il faut faire. C'est lui qui donne les ordres. Hein. C'est lui qui est tout en haut. Et cette semaine, et Grégory Phillips y faisait référence, vous avez Marco Rubio qui vient au Congrès, qui... De toute façon, avec les gars, si tantôt Trump c'est leur ami, tantôt Trump c'est pas leur ami. Tout dépend des actualités géopolitiques et des convergences d'intérêts. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Trump était un agent russe. Il était manipulé par Poutine. Alors commence par dire que la raison pour laquelle les Américains sont rentrés en guerre, c'est parce qu'ils savaient que les Israéliens allaient attaquer, que les Iraniens allaient réagir et donc attaquer les intérêts américains. Donc les Américains, ils sont allés. Première chose, premier scandale. Deuxième chose, Marco Rubio, et je cite ce qu'il dit, on est là pour démolir le balistique et la marine. Oui. Je vous laisse imaginer le caractère impressionnant, je suis ironique, de la marine iranienne. Pete Hegseth, dans la foulée, conférence de presse conjointe avec le chef d'état-major des armées américains, Dan Kane, il dit... je cite le verbatim, ce n'est pas un exercice de construction démocratique. Donc on n'est pas là pour faire advenir la démocratie. Dans la foulée, on a Donald Trump, ça c'était il y a 24 heures, qui appelle Dana Bash sur CNN, qui dit, vous savez quoi, s'il y a un leader religieux qui prend le relais, en gros c'est la version d'Elsie Rodriguez, la numéro 2 du régime vénézuélien, mais en Iran, ça ne me dérange pas. Donc... Et là, à l'instant, Donald Trump, dans un moment qui n'a rien à voir, puisqu'il est avec des leaders d'Amérique du Sud et centrale pour discuter de lutte contre le narcotrafic, qui dit qu'il se donne 15 sur 10. Bon. Je ne sais pas sur quel critère. C'est-à-dire que son but... Je ne sais pas sur quel critère il se donne. En fait, il a clairement sous-estimé l'Iran. Il a tellement sous-estimé l'Iran qu'il est choqué de voir à quel point les conséquences sont catastrophiques pour lui. Il est en mode « Waouh ».
Donc c'est possible. Ils pouvaient répondre à toutes nos frappes. Non, je pensais qu'on plaisantait. Je pensais que quand mes généraux me prévenaient, ce n'était pas la vérité, qu'ils exagéraient, ou alors qu'ils ne voulaient tout simplement pas travailler. Mais c'est terrible. Sans but exprimé, il est quand même... il est toujours sûr de les atteindre. C'est un petit peu comme Vladimir Poutine avec l'opération militaire spéciale qui nous dit les objectifs seront atteints. À partir du moment où on n'a pas défini les objectifs dès le départ, on est sûr de ne pas être pris en défaut. Donc, bon, mais dans le cas de la Russie, ils ont clairement défini leurs objectifs. Ils ont fait comprendre que c'est le Donbass, globalement. Le Donbass est grand, c'est tout. Que les objectifs, il peut les corriger au jour le jour, en fonction de ses résultats. Il peut très bien dire demain, j'ai tué Khamenei, et puis maintenant on s'en va. La situation est sous contrôle, et je délègue aux Israéliens pour terminer cette guerre. Ça, il peut le dire également, parce que les buts ne sont pas exprimés clairement comme ça a été dit. Regardez, après la guerre des 12 jours, il a dit, on a gagné, on arrête, on a oblitéré le programme nucléaire iranien. Pour que quelques mois plus tard, il recommence que finalement l'Iran a continué son programme nucléaire, c'est un gouvernement horrible, il faut les frapper, il faut que la population les renverse, et le schéma recommence. Et ce, depuis le début des années 2000. Oui, voilà comment les États-Unis fonctionnent. Bref, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses, et on se retrouve une prochaine fois.